Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce e-learning proposé aux adhérents de l'UNGE. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Roger et je suis en charge du réseau Urbanisme et Aménagement chez Idealco, qui est donc un organisme de formation et une plateforme collaborative à destination des agents territoriaux. Donc, je suis ravie d'accueillir deux intervenants que je vais faire apparaître tout de suite à l'écran pour animer ce e-learning proposé par l'UNGE à ses membres. Évidemment, donc Monsieur Nicolas Chevrel, un responsable développement commercial pour l'organisme ICERT, et Monsieur Alexandre Fayet, même chose, responsable développement commercial chez ITGA. Messieurs, je vais vous demander de vous présenter l'un et l'autre et puis de resituer un peu le cadre de votre intervention à chacun avant que je donne quelques conseils aux participants et que l'on commence ce e-learning. Très bien, donc moi c'est Nicolas Chevrel, effectivement, responsable commercial chez ICERT depuis 2 ans, et donc l'idée c'était de vous apporter de l'information pour décrypter cet arrêté du 2 juillet 2018 qui va impacter bon nombre de diagnostiqueurs au 1er janvier 2020. Voilà. Très bien. Voilà. Bonjour également, Alexandre Fayet, donc responsable du développement commercial pour l'agence de Meudon ITGA, et en lien avec la présentation de Nicolas, moi je vous présenterai les différentes solutions proposées au travers de nos volets formation, voilà, pour effectivement vous accompagner dans ces contextes-là de recertification. Je vous remercie à tous les deux. Alors, juste avant de commencer, et ça permet aux participants de nous rejoindre petit à petit, je vous indique juste que le webinaire, le e-learning, comme vous avez l'habitude de le nommer chez vous, j'ai la langue qui fourche parce qu'on appelle ça des webconférences. Chez nous, le webinaire est évidemment enregistré, donc ceux qui devront nous quitter en cours de route ou ceux qui sont absents aujourd'hui pourront tout à fait le revoir en différé lorsqu'il vous sera diffusé. Vous avez dû déjà recevoir les supports de présentation et si ce n'est pas le cas, vous les recevrez également pour pouvoir refeuilleter les PowerPoint de nos deux intervenants. Je vous explique aussi qu'en bas de l'écran, vous avez un module de questions-réponses. Vous pouvez nous poser vos questions tout au long des interventions. On se gardera 2 temps après chaque intervention pour répondre à ces questions. Donc, ne vous inquiétez pas si on n'y répond pas tout de suite, mais ça nous permettra d'avoir des beaux moments de questions-réponses, un 15-20 minutes à chaque fois pour essayer de répondre à toutes vos interrogations. Il ne me reste plus qu'à vous montrer donc l'écran de votre premier support, Monsieur Chevrel, et à vous proposer de commencer. Je vous remets juste la première slide, et normalement, vous avez les 2 petites flèches juste en bas de votre écran et vous allez pouvoir passer les diapos en parfaite autonomie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne webconférence. Donc bienvenue déjà pour ce webinaire. Le sommaire de cette présentation, donc nous allons tenter de décrypter l'arrêté du 2 juillet, même si je pense que bon nombre d'entre vous connaissent les grandes lignes. Mais voilà, l'idée de l'expliciter ensemble, j'espère, vous apportera plus de précision. Je vous ferai aussi un petit focus sur le marché avec quelques données qui peuvent vous intéresser par rapport à votre positionnement sur ce marché des diagnostiqueurs. Une brève présentation d'ICERT aussi, puisque certains adhérents UNGE travaillent déjà avec nous, mais pas tous. Donc voilà, mieux nous connaître pour savoir ce qu'on peut vous proposer. Et puis on terminera par l'offre commerciale qui est en cohérence avec l'actualité réglementaire vous concernant. Donc l'arrêté du 2 juillet 2018 qui a été modifié au dernier moment puisque l'entrée en vigueur était prévue initialement au 1er avril 2019. Donc le 25 mars, un arrêté modificatif a été publié qui a permis effectivement de différer, de reporter cette date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Donc cet arrêté, il démontre clairement une volonté des pouvoirs publics de renforcer les compétences des opérateurs en diagnostic immobilier dans le but vraiment de rassurer les consommateurs qui vont acheter des diagnostics immobiliers. Donc quelques mots-clés que je vous mets là qui vont un peu être le fil conducteur de cette présentation sur l'arrêté du 2 juillet. Donc on va passer en revue les acteurs, les délais pour mettre tout ça en œuvre. L'objet de cet arrêté, ce qu'il comporte, vous présenter les 2 cycles de certification, que ce soit en initial ou en renouvellement de certification. La situation transitoire aussi, puisque différents cas de figure sont envisageables pour basculer sur cette nouvelle réglementation.
La question aussi du contrôle sur ouvrage global qui est encore à préciser, et puis une petite conclusion sur notre point de vue. Donc, quels acteurs concernés par cet arrêté? Donc, tout d'abord, les opérateurs en diagnostic immobilier, c'est-à-dire vous, les organismes de certification de personnes, c'est-à-dire ICERT principalement, mais d'autres confrères aussi, tous les organismes de formation en diagnostic immobilier, donc il y en a à peu près une petite cinquantaine en France, et les organismes de certification qui vont certifier les organismes de formation. Et donc là, c'est encore ICERT qui se positionne sur cette prestation. Donc au niveau de timing, l'entrée en vigueur pour les organismes de formation est au 1er octobre 2018, donc c'est derrière nous, c'est toujours pas entré en vigueur puisque les recevabilités auprès du COFRAC sont en train de se faire. On a obtenu, nous, ICERT, la nôtre en début de semaine, et donc on va pouvoir lancer les premiers audits avec les organismes de formation pour qu'ils obtiennent leur certification avant la fin de l'année pour pouvoir vous proposer des formations conformes à ce nouvel arrêté. Et pour les diagnostiqueurs, donc au 1er janvier 2020, ça va rentrer en vigueur, mais nous attendons encore quelques précisions, peut-être la parution d'un nouvel arrêté sur la base des éléments de lecture de la DHUP pour nous donner quelques éclaircissements et mieux interpréter ces textes. Donc l'objet de cet arrêté, c'est vraiment de renforcer les critères de compétences, donc augmenter le niveau de compétences des diagnostiqueurs, mais en simplifiant aussi l'accès à cette profession et surtout les process de suivi de certification, de contrôle qui permettent de maintenir une certification. Donc le premier point, c'est la présence maintenant d'un seul arrêté de compétences qui va remplacer et abroger les 6 arrêtés encore en vigueur. Donc ça permet effectivement d'harmoniser les règles d'examen et d'y voir un peu plus clair. L'allongement de la durée du cycle de certification qui passe de 5 à 7 ans. L'apparition aussi du contrôle sur ouvrage global, donc hormis les mentions, qui va permettre effectivement de compenser ce passage de 5 à 7 ans. L'apparition aussi de formations obligatoires, que ce soit en initial ou en continu sur tous les domaines avec des OF effectivement certifiés, et la suppression de l'examen théorique qui était vraiment qui demandait beaucoup de travail, qui était assez appréhendé par les diagnostiqueurs au moment des renouvellements, donc là qui est remplacé par une surveillance documentaire. Donc pour revenir sur le cycle initial de certification, donc la durée de 7 ans, le prérequis va être la formation initiale, donc 3 jours pour des domaines sans mention et 5 jours pour des domaines avec mention. Le passage d'un examen pratique et théorique pour chacun des domaines concernés. Ensuite, au niveau de la surveillance documentaire, donc une surveillance documentaire la première année, suivie d'une surveillance documentaire entre la 2e et la fin de la 6e année, plus les contrôles sur ouvrage des domaines avec mention. Et le contrôle sur ouvrage global tout domaine à faire entre la première et la dernière année du cycle. Les formations continues donc, qui apparaissent aussi donc entre la 2e et la fin de la 3e année, et la deuxième partie des formations continues qui seront à faire la 7e année, l'année avant le renouvellement de cette certification. Concernant le cycle de renouvellement, c'est à peu près la même chose, si ce n'est effectivement la suppression de cet examen théorique, comme je le disais tout à l'heure, qui est remplacé par un examen documentaire, et donc par contre l'examen pratique qui est conservé et qui permettra de valider votre renouvellement. Mais en ce qui concerne le déroulement des surveillances, donc pour le renouvellement, un seul examen documentaire tout domaine entre la 2e et la fin de la 6e année, plus le contrôle sur ouvrage global, tout domaine. Pas de changement par contre concernant la formation continue qui est obligatoire, donc toujours entre la 2e et la fin de la 3e année et la 7e année. Maintenant, on va revenir sur les éléments de lecture qui ont été fournis par la DHUP concernant les transitions possibles. Donc, je vais parler au nom de l'AOCP, qui est une association qui regroupe les organismes de certification de personnes.
qui est présidé actuellement par ICERT et qui a récolté la vision de ces organismes certificateurs sur la base des éléments de lecture qui demandent encore, vous le verrez dans certains cas, quelques précisions. Donc voici le schéma fourni par la DHUP sur la situation A. Et donc nous, on a voulu effectivement aller plus loin, essayer de vous décrire un peu mieux ce qu'il en retournait. Donc concernant la situation A, qui concerne exclusivement les nouveaux entrants, c'est-à-dire les personnes qui vont passer leur certification initiale après le 1er janvier 2020, donc pour eux, ils sont sur un cycle de 7 ans, c'est-à-dire que ICERT, pour nous concernant, nous allons regarder toutes les exigences de l'arrêté du 2 juillet en termes de prérequis, de formation initiale, et sur le cycle, voilà, tous les examens théoriques et pratiques, les surveillances, les contrôles sur ouvrage et la formation continue. Donc voilà, c'est le cas le plus basique et le plus simple concernant cet arrêté. Ensuite, pour le renouvellement, étant donné que le contrôle sur ouvrage global aura été réalisé pendant le premier cycle, donc le renouvellement est possible, plus de surveillance documentaire, comme expliqué déjà tout à l'heure, pour la première année d'exercice. Et vraiment, en cas d'absence de contrôle sur ouvrage global pendant le premier cycle de 7 ans, ce deuxième cycle de 7 ans serait à ce moment-là en initial, et donc avec toutes les contraintes évoquées déjà tout à l'heure. Donc voilà pour la situation A. La situation B, qui concerne la plupart des diagnostiqueurs, puisque c'est ceux qui ont déjà une certification valable de 5 ans à partir du 1er janvier 2020. Donc, c'est assez simple. L'idée, c'est de réaliser les surveillances documentaires telles que présentées et précisées dans l'arrêté qui court actuellement. Donc, réaliser le contrôle sur ouvrage global en plus des contrôles sur ouvrage réglementaires. La mutualisation avec les contrôles sur ouvrage amiante et contrôle sur ouvrage global seront précisés ultérieurement. Donc, fort de ces surveillances et de ce contrôle sur ouvrage global, vous pouvez bénéficier d'une prolongation de 2 ans sur ce cycle de 5 ans, qui vous permettra ensuite de passer en renouvellement sur un cycle de 7 ans. Et donc le diagnostiqueur qui bénéficie de ce renouvellement donc passe sur un cycle de 7 ans, ne passe pas d'examen théorique et réalise les formations donc la 7e année, c'est-à-dire la 2e année de cette prolongation de 2 ans. Et ensuite, l'organisme certificateur contrôlera les exigences de l'arrêté du 2 juillet, donc ce que je viens de vous évoquer. Concernant une autre situation possible pour des personnes déjà certifiées, qui vont aussi demander précision, c'est-à-dire que les informations que je vous donne aujourd'hui sont valables aujourd'hui et peuvent tout à fait évoluer demain à partir du moment où un texte sort, que ce soit un guide d'application ou un arrêté modificatif pour préciser ces périodes transitoires. Donc, le cycle de 5 ans se termine, le contrôle sur ouvrage global n'a pas été réalisé et les formations continues n'ont pas été réalisées. D'après les éléments de lecture fournis par la DHUP, le diagnostiqueur bénéficierait tout de même d'un renouvellement de certification. Donc il passe sur le cycle de 7 ans, il ne passe pas l'examen théorique, et il réalisera ses formations continues sur ce cycle, ainsi que son contrôle sur ouvrage global. Donc tout ceci reste encore à préciser, mais c'est plutôt comme ça que la profession le voit. Et une fois ce cycle de 7 ans terminé, eh bien, on passe aussi sur un renouvellement, puisque le contrôle sur ouvrage global devra être réalisé pendant cette première période de 7 ans et donnera accès effectivement un deuxième cycle de 7 ans en renouvellement, avec un allègement effectivement des examens à l'entrée et de la surveillance.
La situation C, qui, vous le voyez avec cette capture d'écran des éléments de lecture de l'arrêté, qui nécessite encore pas mal d'explications puisqu'on a identifié quelques erreurs sur ce schéma et sur les explications qui en sont fournies. Donc je ne vais pas m'étendre sur cette situation qui concernerait des diagnostiqueurs ayant été certifiés avec une rupture d'activité, souhaitant reprendre cette activité de diagnostiqueur. Donc voilà, on attend quelques précisions, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je pense que ça concerne quand même très peu de personnes. Donc en conclusion, il est urgent de ne pas attendre. C'est vrai que les délais courts, il faut vraiment, autant que possible, respecter les délais réglementaires sur vos échéances de certification et de surveillance, parce qu'il n'y aura pas de dérogation possible et des risques de suspension et de retrait peuvent être promulgués. Donc vous voyez, on pense qu'on a le temps, mais finalement, voilà, c'est demain, il faut vraiment se préoccuper de ce sujet dès maintenant. Voilà pour cette partie réglementaire arrêtée. Un petit focus sur les données marché qui peuvent, je pense, vous intéresser. Donc ces données, c'est la compilation de la liste des certifiés publiés sur le site du ministère. Donc là, c'est la dernière version date du 8 février. J'attends une mise à jour prochainement, mais c'est déjà quand même intéressant. Donc on peut constater sur le territoire national 9 919 diagnostiqueurs certifiés, qui représentent 40 169 thèmes certifiés. Domaines devront nous dire maintenant. Donc ces 9 919 diagnostiqueurs certifiés ne sont pas que des diagnostiqueurs immobiliers. Je vais vous le présenter sur le schéma suivant. Nous avons bon nombre de diagnostiqueurs qui ne détiennent qu'une certification, généralement l'amiante avec mention, et qui ne travaillent pas sur le périmètre du diagnostiqueur immobilier. Donc les vrais, si je peux m'exprimer ainsi, diagnostiqueurs immobiliers vont se situer à partir de 3, 4, 5, 6 domaines de certification. Donc on est plus aux alentours de 6500 diagnostiqueurs immobiliers sur le territoire français. La répartition suivant les domaines de certification. Donc vous voyez les chiffres domaine par domaine avec ou sans mention et une évolution depuis les 3 dernières années. Donc voilà, avec un gros pic effectivement sur l'amiante et le DPE. Au niveau répartition chez les certificateurs et en termes de part de marché, donc qui certes est leader depuis plusieurs années maintenant avec 27% de part de marché. Voilà, une redistribution des cartes, je pense, est en train de se jouer en ce moment vu le contexte réglementaire et le contrôle sur ouvrage global qui va nécessiter idéalement d'avoir toutes ces certifications au même endroit. Donc voilà, on pressent quand même un léger écrémage en termes de nombre de certificateurs d'ici 2020 pour pouvoir répondre effectivement à ces contraintes réglementaires. Juste, j'en profite. Si vous voulez agrandir et mettre en plein écran le PowerPoint qui des fois apparaît un peu petit, vous avez les 4 petites flèches, c'est valable pour vous comme pour les participants, ça peut Parfait. Beaucoup plus pratique. Alors maintenant une présentation assez rapide d'ICERT pour voilà, mieux nous connaître pour ceux qui ne travaillent pas encore avec nous. Donc nous sommes basés à Saint-Grégoire, nous existons depuis 2007 et nous sommes une filiale du groupe ITGA. Nous sommes effectivement devenus leaders pour la certification de personnes en moins de 10 ans, c'est-à-dire qu'initialement ITGA faisait de la formation pour les diagnostiqueurs immobiliers. Rapidement, avec la réglementation qui est apparue en 2007, on a été sollicité par nos clients pour leur apporter cette prestation. Et donc, nous sommes arrivés après la première vague de certificateurs et on a voulu se servir effectivement de ce retour d'expérience pour bâtir ICERT sur des valeurs humaines et apporter effectivement un service. On a essayé d'aller piocher
ce qui était bien un peu partout, pour voilà, avoir une prestation vraiment intéressante pour vous. Et donc c'est pour ça qu'on a réussi à gagner de plus en plus de parts de marché. Et donc l'idée, c'est d'être proche de nos clients, à l'écoute de nos clients et essayer de les accompagner le mieux possible pour faire face à ce genre de contraintes réglementaires. On tente le plus possible de bâtir des processus de certification fluides, réactifs, pour voilà, vous apporter du confort et faire que ces examens ou ces surveillances que vous faites soient le mieux vécus de la meilleure manière possible. Donc nos valeurs, l'écoute et l'exigence, ça c'est important. L'intégrité et l'impartialité, donc ça fait partie vraiment de l'ADN d'un certificateur. Sans ces valeurs-là, c'est compliqué d'être certificateur. La transparence, on souhaite effectivement donner toutes les informations à nos clients en amont pour vraiment éviter les surprises, ce qui peut arriver dans certains cas. Et la confiance, voilà, c'est quelque chose qui nous est cher. Et donc, grosso modo, notre métier, c'est vraiment de bâtir une certification adaptée à l'évolution de votre profession. Concernant nos atouts, donc notre souhait, c'est vraiment d'être ambitieux pour nos clients, mais en restant simple et accessible. On ne veut pas devenir un mastodonte de la certification. On ne veut pas se perdre parmi X milliers de produits de certification. On préfère en avoir peu, mais bien les travailler. Et surtout que nos valeurs déterminent nos actions et fixent le cap. Et ça nous semble important et c'est ce qui anime les équipes d'ICERT au quotidien. La grosse nouveauté pour nous, et on a des retours extrêmement positifs depuis le lancement en octobre 2018, on a souhaité mettre en place un nouveau modèle d'examen pratique qui permet effectivement de permettre plus de souplesse et moins d'annulation de sessions et de réduire aussi le poids de l'examinateur que vous aviez en face de vous dans la note finale. Et donc ça, c'est une vraie réussite puisque on avait des problématiques de maintien de session par manque de candidats et le fait d'avoir mis en place ce nouveau modèle d'examen, on est capable de maintenir une session avec 2 candidats et de réaliser la partie avec l'examinateur à distance, soit en visioconférence ou soit par téléphone. Donc ça réduit considérablement le nombre d'annulations. Et pour vous, c'est pas neutre puisque généralement les examens sont passés très peu de temps avant l'échéance de certification. Et le fait d'avoir une annulation de session peut engendrer effectivement le dépassement de cette échéance et donc le passage d'un potentiel renouvellement de certification à une certification initiale avec le problème que ça peut poser sur les prérequis. Les annulations, elles sont dues à un manque de participants. Tout à fait, pour respecter effectivement notre modèle économique. Et donc ce nouveau modèle nous a permis de satisfaire le plus grand nombre, y compris nos examinateurs qui s'y retrouvent et qui aujourd'hui arrivent à faire passer 18 domaines sur une journée quand avec le précédent modèle on n'avait que 9 domaines, donc on est plus efficace. Et même pour les agences où se déroulent les sessions, nos chargés d'accueil ont retrouvé la possibilité de déjeuner le midi, et ça c'est pas neutre en termes de confort de travail. Très bien. Et donc toujours chez ICERT, les résultats sous 5 jours ouvrés, donc qui a un parti pris depuis la création, sachant que les textes imposent 2 mois de délai. Donc vous imaginez que 2 mois pour recevoir des résultats, c'est un peu long. Donc voilà, nous on a voulu proposer 5 jours ouvrés d'entrée de jeu, et on réfléchit, alors je fais un peu de teasing, on réfléchit à réduire encore ce nombre de jours, puisque notre nouveau modèle d'examen nous permettrait potentiellement de donner les résultats sous 2-3 jours. Donc voilà, on réfléchit à apporter un service encore un peu plus réactif, mais ça a des conséquences qu'on doit d'abord étudier. Nous avons bien évidemment un espace client en ligne qui vous permet donc sur un site internet de suivre et de gérer vos certificats. Donc que ce soit votre propre certificat ou si vous êtes responsable d'un cabinet, de aussi gérer les certificats de vos techniciens. Vous avez aussi, depuis peu, un interlocuteur unique et dédié pour UNGE Visage. Donc cette personne s'appelle Aurélie Billot. Donc maintenant, quand vous avez besoin de traiter votre dossier chez ICERT,
c'est cette personne et uniquement cette personne qui vous suivra. Ça permettra effectivement d'avoir un meilleur suivi et surtout un meilleur respect des échéances. Donc voilà, cette personne attend vos appels et est vraiment disponible pour vous accompagner. Très bien. Alors, ICERT en quelques chiffres, donc une couverture nationale, 3 domaines d'activité, donc le plus connu, effectivement, la partie polluant du bâtiment. Nous sommes très présents aussi sur la partie certification d'organismes de formation, que ce soit des organismes de formation dans le bâtiment ou avec la nouvelle réglementation sur la réforme de la formation professionnelle sur tous les organismes de formation. Et on développe aussi un pôle innovation sur lequel on va essayer d'aller sur des sujets comme la RGPD, la protection des données personnelles. On lance aussi un label sur les sports éthiques. Donc voilà, on essaye de trouver des domaines un peu innovants pour lesquels nos clients pourraient se démarquer par un signe de qualité et valoriser tout leur savoir-faire. 15 centres d'examen répartis un peu partout en France, donc on bénéficie effectivement de la force du groupe et des agences ITGA réparties un peu partout en France, pour lesquelles nous avons effectivement des salles d'examen dédiées à la certification. Donc il y aura forcément une agence proche de chez vous, je pense à une heure et demie de route maximum. Chez ICERT, sur les 25 collaborateurs, 20 sont dédiés au diagnostic immobilier. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, notre savoir-faire. Nous avons un panel de presque 160 examinateurs, auditeurs et membres de comités référents. Donc ce sont des prestataires externes indispensables à la vie d'un certificateur pour réaliser les missions d'évaluation et aussi faire vivre nos référentiels et nos dispositifs. Depuis la création, nous avons réalisé un peu plus de 40 000 évaluations pratiques et audits in situ, donc tout domaine de certification et de qualification. Et pareil, au niveau des examens théoriques de certification et audit, quasiment 70 000 examens. Donc c'est des chiffres qui commencent à être parlants. Et donc je vais conclure cette présentation par une offre commerciale qui peut présenter un intérêt pour certains dans le but de regrouper effectivement des certifications au sein d'un même certificateur. Donc j'ai voulu créer une offre de transfert pour permettre effectivement à ceux qui le souhaitent de changer de certificateur en limitant les frais, puisque suivant le certificateur où vous êtes, des frais exorbitants peuvent être proposés pour les quitter, et quelque part ça vous freine à franchir le pas. Donc ICERT propose effectivement de vous rembourser 50% des frais facturés par l'organisme d'origine et de vous offrir la surveillance qui est liée au transfert. Donc cette offre qui est, vous voyez, valable jusqu'au 31 juillet, va être reconduite jusqu'à la fin de l'année, tout simplement puisque l'entrée en vigueur de l'arrêté a été lui aussi décalée au 1er janvier 2020. Donc comme ça nous semblait cohérent d'être sur les mêmes délais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous faire connaître si jamais vous voulez qu'on étudie ces possibilités. Nous avons une personne dédiée chez ICERT au transfert qui permet effectivement de sécuriser tout ça et de le faire à votre place. Voilà, place maintenant aux questions-réponses. Alors voilà, je vous invite à refermer si vous montez votre souris. Voilà, merci. Comme ça, vous allez voir aussi les questions qui sont apparues. Il y en a 2 qui se recoupent. On vous demande comment on met en œuvre le CSOG et si on peut approfondir le déroulement du CSOG et donner des exemples plus concrets. Alors aujourd'hui, la problématique sur ce contrôle sur ouvrage global, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments de la part des ministères. On attend un guide d'application qui devrait être publié la semaine prochaine, qui permettra effectivement d'en savoir plus sur ce contrôle sur ouvrage global. Et je suis désolé, mais je savais avant de commencer ce webinaire que ce sujet allait être abordé. Donc aujourd'hui, je suis pas en mesure de vous donner davantage d'explications, même si côté ICERT, on a déjà travaillé heureusement dans les coulisses sur la proposition qu'on allait faire à nos clients.
Malheureusement, il est trop tôt pour que je vous en donne effectivement la teneur, mais comptez sur moi pour faire passer aux adhérents de l'UNGE les éléments dès qu'ils seront validés. Voilà, donc c'est un sujet pour lequel malheureusement je vais botter en touche, mais comptez sur moi pour revenir dessus le plus vite possible. Vous aurez les éléments. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions, mais surtout profitez-en pour nous poser des questions relatives à cette première intervention. On garde 2-3 minutes, Oui. et puis comme ça nous permettra ensuite d'enchaîner sur la deuxième intervention avec Monsieur Fayet. Juste 2 petites minutes aux participants pour qu'ils réfléchissent à leurs questions. Dans tous les cas, si vous pensez à autre chose en cours de route, on reprendra vos questions tout à fait à la fin. N'ayez crainte. Mais s'il n'y a pas de questions, c'est que la présentation devait être C'était claire. clair et limpide. Allez, je vous propose donc l'écran de votre propre PowerPoint. Je vous invite aussi à élargir l'écran si vous ne voulez pas vous faire trop mal aux yeux. Ce sera plus facile à suivre. Et puis je vous laisse démarrer, Monsieur Fayet, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Hein. Je vais reprendre Au début. au début. Il vaut mieux. Merci. Bonjour à tous une nouvelle fois. Je vais donc effectivement vous présenter différentes solutions d'accompagnement proposées par ITGA, voilà, lesquelles peuvent être complémentaires avec les éléments qui ont été présentés par Nicolas juste avant, s'agissant là, des évolutions réglementaires. Faire juste un tout petit rappel en chiffres des activités ITGA sur les volets formation. C'est à aujourd'hui 15 ans d'expertise dans l'accompagnement des diagnostiqueurs immobiliers. Nicolas l'évoquait tout à l'heure, c'est 15 agences réparties sur l'ensemble du territoire qui effectivement vous accueillent et une force d'environ 60 formateurs, tous experts dans leur domaine et également formés à la pédagogie, qui effectivement sont amenés à dispenser ces formations-là. Le catalogue de formation ITGA est relativement dense et exclusivement, ou en tout cas très majoritairement, dédié aux problématiques des diagnostiqueurs, et ce tout du long de leur activité. Donc on va pouvoir effectivement dissocier 2 catégories de formation, celle dite initiale, donc plutôt orientée aux nouveaux entrants, souhaitant effectivement soit intégrer un cabinet déjà établi, soit se lancer et créer leur propre société. Et à contrario, les formations continues qui, au vu de ce qui a encore été évoqué par Nicolas, vous intéresseront, puisqu'il y a effectivement là ces notions de maintien et de montée en compétences tout du long du cycle de vie de vos certificats, et donc voilà, pour lesquels un certain nombre de formations sur lesquelles on va revenir vous sont proposées. Juste aussi faire un petit focus sur une tendance de fond maintenant, puisque c'est devenu une part assez importante de nos activités formation, c'est la partie blended learning, autrement dit les formations dites mixtes qui peuvent associer parties distancielles aux parties présentielles, voilà, qui sont effectivement ces formations-là sont composées à 80% des formations dispensées. Les raisons, elles sont assez simples et claires. Je ne m'épanche pas sur ce sujet, mais c'est effectivement pour vous moyen de vous faciliter vos apprentissages, où que vous soyez, que vous vous trouvez. Vous pouvez effectivement, à votre rythme, réaliser ces formations-là. Voilà, pour être un petit peu plus spécifique là sur les formations initiales évoquées juste avant, mettre en avant ce qu'on appelle le cycle métier diagnostic, puisqu'il y a ces possibilités de réaliser initialement ces différentes formations, donc essentiellement réglementaires à la carte, donc au travers de différentes sessions, lesquelles là ne sont pas planifiées à la suite les unes des autres,
Mais donc ce cycle métier qui a cet avantage-là d'avoir sur un planning relativement dense l'ensemble des formations spécifiques aux systèmes réglementaires qui sont vues sur une période de 2 mois approximativement. On est à ce jour leader sur ces formations initiales avec, selon les années, entre 200 et 300 nouveaux formés qui donc suivent avec ITGA ces formations initiales, sachant que le nombre de nouveaux entrants sur le marché est d'environ 500 nouveaux diagnostiqueurs annuellement. Voilà, pour corroborer du coup cette position de leader. Les points forts de ce cycle, ils sont multiples. L'approche métier-pratique, effectivement, il y a au travers du programme de cette formation des possibilités de stages qui sont proposées, des journées terrain qui sont réalisées obligatoirement, différents cas pratiques et mises en situation qui sont effectivement dispensés tout du long de cette formation-là. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir une approche métier et d'être pratico-pratique. Un parcours modulaire, il y a effectivement un tronc commun qui est utilisé pour ce cycle métier-là, mais auquel il est possible d'ajouter en fonction de secteurs, de compétences, de volonté, d'agréger certaines formations à la carte qui peuvent être pertinentes vous concernant compte tenu de vos projets. Parallèlement à ça, il y a des cycles qui sont par défaut proposés selon le statut visé et ou éventuellement les compétences une organisation d'entreprise. Donc je m'explique. Il y a effectivement là ce cycle métier qui peut être dédié aux futurs salariés, mais également aux entrepreneurs. Donc dans ces cycles-là, il va y avoir typiquement une ESS4 opérateur ou au cadran qui va être proposée, une PCR ou non, voilà, des formations sur le parasitaire potentiellement. Donc il y a effectivement là des programmes et des propositions spécifiques au statut visé in fine. Et également voilà, une pédagogie active et innovante qui sont retranscrites au travers de l'ensemble des formations avec des plateformes immersives qui sont proposées et puis comme je l'évoquais préalablement, une formation qui est dispensée à nos propres formateurs sur ces aspects-là et de manière à ce qu'au-delà d'être sachants sur leur périmètre, ils aient bien cette compétence à pouvoir bien transmettre ces connaissances-là aux stagiaires. On a également la volonté là de faire un petit focus, une mise en avant d'une information, d'une actualité relativement récente qui est effectivement en lien avec les évolutions marché et auxquelles vous êtes a priori concernés. C'est effectivement en l'occurrence l'enregistrement de notre titre niveau 2 Bac+3 chargé d'affaires en diagnostic technique du bâtiment, qui a donc été enregistré en décembre de l'année dernière. Ce titre a différents avantages. Le premier desquels, pour un certain nombre d'entre vous, est de pouvoir, après l'obtention de ce diplôme, de remplir les prérequis permettant d'être signataire d'un diagnostic technique global, ce qui, voilà, sur votre population est le cas pour une majorité d'entre vous, mais pas pour tous. Donc ça peut avoir cet avantage-là, mais également de répondre à une demande de la part d'une partie de votre clientèle, donneur d'ordre, maître d'ouvrage, d'obtenir davantage de garanties quant aux compétences des personnes qui sont amenées à intervenir sur des périmètres un peu plus larges, un peu plus spécifiques que les diagnostics réglementaires classiques. Donc ce diplôme, il s'obtient
après effectivement une soutenance devant un jury qui appréciera la qualité d'un mémoire et de la prestation, mais avec au préalable une formation donc de 10 jours qui passera sur un certain nombre de sujets, notamment en lien à la gestion de projet, à la gestion d'affaires, tout ce qui est économie de la construction, la réglementation spécifique ascenseur, incendie et le DTG que j'évoquais préalablement sont un des sujets parmi les autres qui sont vus lors de ces formations-là. Pour aborder les formations continues, donc qui peuvent se réaliser au cours de vos certificats, il y a pour le coup une multitude de formations et à des formats différents qui vous sont proposés. Pour faire le lien là, avec la certification et donc à la préparation de ces examens, il y a effectivement deux formations là qui peuvent être intéressantes pour vous assurer d'être dans les meilleures dispositions et d'avoir le taux de réussite le plus élevé qui soit. En l'occurrence, il s'agirait des formations dites de montée en compétences, lesquelles sont disponibles sur les systèmes réglementaires. Donc, c'est des formations relativement courtes, 2-3 heures, et qui vont balayer aussi bien des aspects théoriques que pratiques. L'idée étant de vous rafraîchir la mémoire sur les principales notions à connaître et qui peuvent vous être effectivement demandées au cours de ces examens de certification. Associé à ça, il y a également des quiz de préparation aux examens de certification, donc qui sont proposés sur le même format que les quiz théoriques de certification. Donc les questions sont formulées de la même manière que ceux proposés lors des examens de certification. Et donc voilà, c'est effectivement notamment à aujourd'hui, pour les thèmes pour lesquels il n'y a pas d'obligation de formation préalable aux examens de certification, ça peut être ces deux solutions-là des éléments intéressants pour sécuriser son obtention de sa recertification. En lien à une actualité qui n'en est plus réellement une, il y avait toujours des journées spécifiques de révision sur le thème électricité, qui sont encore à ce jour proposées et des dates sont disponibles et accessibles via notre site internet ou via vos interlocuteurs en local. Notre plateforme e-learning qui s'intitule donc Sac à dos, que j'évoquais en préambule de mon intervention, va pouvoir vous proposer, au-delà des formations de montée en compétences, un certain nombre de formations, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure. C'est quasi 80% de nos formations qui aujourd'hui comportent une partie distancielle, qui vous facilite la gestion de vos activités et qui en plus l'avantage de rendre ces formations moins onéreuses. Et on allait effectivement même plus loin sur notamment 4 formations, lesquelles sont accessibles possiblement en 100% à distance. Il s'agit donc des 2 formations amiante et DPE sur les 2 périmètres, que ce soit sur la mention ou sur le sans mention. Et effectivement un catalogue qui s'étoffe au fur et à mesure des évolutions marché et réglementaires, donc pour lesquelles vous pouvez retrouver bien évidemment les formations DTG à vue au préalable, la gestion de déchets issus de la démolition, tout ce qui est état parasitaire, qualité de l'air intérieur, et j'en passe, vu le nombre important de ces formations-là disponibles. Et enfin, pour clore là mon intervention, faire un petit focus sur les formations spécifiques aux recertifications amiante qui concernent un très grand nombre de certifiés. On a pu le voir au travers du graphique présenté par Nicolas lors de son intervention.
Donc là, cet exemple, on peut effectivement le scinder en deux cas de figure. Sur le principe d'une personne certifiée sur le périmètre du sans mention souhaitant renouveler son certificat sur ce simple périmètre-là du sans mention. Les obligations réglementaires demandent à ce qu'une formation soit réalisée dans les 18 derniers mois, l'examen de recertification. Et à ce titre, sur ce périmètre-là du sans mention, cette obligation de formation, elle est d'une durée de 3 jours. Voilà, l'attestation de formation vous étant délivrée à l'issue de cette formation, il vous faut simplement la transmettre à votre organisme de certification pour pouvoir planifier votre recertification. Sans cette attestation, vous ne pourrez malheureusement pas y participer. Le deuxième cas de figure, partant sur le même profil d'une personne certifiée sans mention, mais cette fois-ci souhaitant élargir un petit peu son périmètre d'activité, son champ d'action, et donc souhaitant se certifier sur le périmètre de la mention. Là encore, deux possibilités vont s'offrir à lui. La première desquelles se traduit par la possibilité de justifier d'une formation qu'il aurait réalisée dans les 18 derniers mois, avant l'examen de recertification. Ainsi, il avait compté se recertifier sur le sans mention et qu'il est satisfait à son obligation de formation de 3 jours. Dans ce cas de figure-là, et après réflexion, se disant que non, il avait peut-être des intérêts économiques à aller sur la mention, il pourrait capitaliser sur ces 3 formations déjà réalisées pour n'en suivre que 2 supplémentaires. Alors je me corrige parce que du coup le slide étant un peu éloigné, là c'est le deuxième cas de figure que j'étais en train d'expliciter, où il n'y a finalement qu'une formation de 2 jours complémentaires qui serait à réaliser en complément, encore une fois, des 3 jours qui, elles, ont bien été faits dans les 18 mois précédents à l'examen de recertification. Donc vous l'aurez compris par opposition, si effectivement il n'y avait pas cette possibilité de justifier d'une formation de 3 jours dans les 18 derniers mois, il faut là en passer par une formation d'une durée de 5 jours pour derrière effectivement être recevable par l'organisme certificateur vous proposant un examen de certification sur le périmètre de la mention. Les durées de formation sur les arrêtés actuels sont bien d'une durée de 3 jours pour les périmètres du sans mention et de 5 jours sur les périmètres de la mention. Et c'est le même dispositif, c'est en tout cas les mêmes durées pour le DPE. Il y a un parallèle qui peut se faire entre ces 2 thèmes-là. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette présentation. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à poser vos questions s'il y avait des éléments qui n'étaient pas extrêmement limpides. Alors, il y a effectivement 2-3 questions là qui sont arrivées, qui d'ailleurs ne sont pas forcément pour vous, mais peut-être davantage pour l'ICERT. Alors, je vais commencer par la première, justement, que je vous affiche, comme ça ce sera plus facile à lire. Je vais me mettre sur un module. Voilà, c'est quand même bien mieux. Pensez-vous que ces évolutions vont permettre de diminuer le coût des recertifications, Nicolas Chevral? Alors, c'est un sujet assez sensible, effectivement, cette réglementation, puisque on pressent effectivement une augmentation des coûts liés justement à l'apparition de ce contrôle sur ouvrage global. En tout cas, des coûts supplémentaires sont à prévoir effectivement en raison de la formation qui devient obligatoire pour tous les domaines. Concernant la certification seule, en tout cas le parti pris chez ICERT, c'est de se dire que le contrôle sur ouvrage global, qui va être une nouvelle prestation à réaliser, va représenter un certain coût, mais aussi permet, dans certains cas, ceux qui le souhaiteront, d'augmenter de 2 ans leur cycle de certification. Donc nous, on est parti du principe
on a dégagé le coût annuel d'une certification pour un diagnostiqueur et on s'est dit que le contrôle sur ouvrage global ne devra pas représenter 2 fois ce coût-là. L'idée, c'est que le coût annuel d'une certification sur 5 ans soit le même pour une certification sur 7 ans. Donc, chez ICERT, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'augmentation du tarif pour les diagnostiqueurs sur la partie certification. Très bien. Je vous en lis une qui est presque plus une réflexion qu'une question, mais bon, finalement, ils sont tous certifiés, mais qu'est-ce qu'ils font demain? Quelle démarche doit-on entreprendre et quand? On demande du concret. Alors, pour ceux qui sont déjà certifiés, pas le cas forcément. Comme je présentais tout à l'heure les 2 cas de figure possibles, il y a ceux qui vont réaliser leur contrôle sur ouvrage global avant la fin de l'année et qui vont pouvoir demander une extension de 2 ans, enfin, pas avant la fin de l'année, avant la fin de leur cycle de 5 ans, pardon. Et ceux qui vont décider de ne pas faire de contrôle sur ouvrage global avant la fin de leur cycle de 5 ans et qui repartiront potentiellement tous les 2 sur un renouvellement de certification. Donc, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais j'ai un peu, je pressens un peu comment ça va se passer. Donc après, voilà, à chacun de prendre ses responsabilités. Comme je le disais tout à l'heure, le plus important d'ici la fin de l'année, c'est de respecter absolument vos échéances si vous en avez, pour ne pas attendre le 1er janvier 2020. Très bien. Voilà. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je sais pas si vous voulez rajouter un mot de conclusion ou... Vous avez peut-être l'habitude, vous, d'avoir des questions lors de vos interventions, peut-être quelque chose à souligner qui n'a pas été souligné par les participants, donc surtout n'hésitez pas. Ça laisse un peu de temps aux participants pour poser leurs dernières questions. Bah, écoutez, moi, à mon niveau, sur la partie certification, on a évoqué quasiment tout le périmètre. Le sujet au cœur des préoccupations, c'est le contrôle sur ouvrage global et surtout l'éclaircissement de cette période transitoire et sur ce qui sera possible au diagnostiqueur déjà en activité de pouvoir faire pour passer sur cette nouvelle réglementation. Donc voilà, on attend vraiment ce guide d'application avec impatience qui va nous permettre de mieux interpréter les arrêtés et puis peut-être que suivra cet été ou en automne un nouvel arrêté modificatif qui clarifiera une bonne fois pour toutes les choses. Nous, en tant que certificateurs, nous devons fournir au ministère nos dispositifs de contrôle sur ouvrage global pour novembre. Donc quoi qu'il arrive, voilà, on va rapidement communiquer sur tout ça pour vous permettre de préparer cette nouvelle prestation qui va voilà, qui va être vraiment quelque chose de nouveau pour tout le monde, et y compris pour les certificateurs. Et l'idée, c'est de trouver une manière intelligente de le réaliser. Ce contrôle sur ouvrage global ne se fera pas a posteriori comme effectivement le contrôle sur ouvrage existant. Il se fera a priori au moment de la réalisation du diagnostic. Donc, on estime que ça va rendre un peu plus facile les choses. Maintenant, voilà, il va falloir trouver des biens où les domaines vont être mutualisables. Et ça, c'est une autre paire de manches. De notre côté, on pressent 2 audits, enfin 2 journées différentes pour faire le contrôle sur ouvrage global, afin de pouvoir effectivement balayer les domaines pour le diagnostiqueur. Très bien. J'ai une question qui est arrivée entre temps. On n'a pas toutes les certifications à la même date. Quelle date doit-on prendre? Alors en fait, il faut traiter chaque domaine de manière individuelle. C'est-à-dire que si vous avez une échéance cette année en électricité et une échéance l'année prochaine en amiante, les dates sont indépendantes. Donc traitez bien les échéances de chacune d'elles. Après, la question va être différente sur la partie mention, puisque là on est sur des extensions et effectivement on conservera la date de certification sans mention pour l'échéance de la partie avec mention. J'espère avoir bien répondu à la question. Ou sinon, n'hésitez pas à me demander un complément. Pensez-vous qu'il faille une certification, recertification pour les DTG, les géomètres experts dans les prochaines années? Bonne question. J'ai malheureusement pas la réponse. Ouais, c'est... Ouais. Et enfin, est-ce que je l'ai correctement? Comment se fait-il que ICERT puisse être à la fois certificateur
Diagnostiqueurs et d'organismes de certification. Alors en fait, c'est simple. L'idée, c'était de prouver au COFRAC une indépendance entre l'organisme de formation hébergé chez ITGA et l'organisme de certification que je représente. Donc il a fallu effectivement faire bouger les lignes, puisqu'il n'était plus possible que notre maison mère héberge un centre de formation. Il y a cette notion de hiérarchie et d'indépendance qui était trop impactante. Même si le COFRAC connaît cette situation depuis plus de 10 ans et nous audite quasiment 30 jours par an, et vous pouvez être sûr que l'indépendance, c'est un sujet qu'il ne laisse pas passer. Donc nous, à notre niveau, je pense qu'on était déjà bien structuré, mais pour formaliser les choses et être en conformité avec l'arrêté et surtout pouvoir certifier les organismes de formation, la partie formation chez ITGA va être, et c'est en train d'être réalisé, filialisée, ce qui fait que il y aura plus de notion de hiérarchie, mais on sera frères et sœurs ou cousins avec des dirigeants bien distincts. Donc ce schéma a été validé par le COFRAC. Nous avons encore quelques éléments de preuve à leur fournir, puisque la situation n'est pas encore en place côté ITGA, mais sur le principe, c'est validé, et nous avons obtenu notre recevabilité opérationnelle en début de semaine pour pouvoir commencer à programmer les audits de certification des organismes de formation. Bien évidemment, même si j'en avais la possibilité technique, nous n'allons pas certifier ITGA comme organisme de formation en diagnostic immobilier. Mais nous avons fait le nécessaire pour rentrer être en conformité avec l'arrêté du 2 juillet. Voilà, qui est clarifié. Pourquoi parle-t-on d'un contrôle global si on le fait diagnostic par diagnostic? Je suppose que c'est ça qui est marqué, diag par diag. C'est bien ça. L'idée, c'était de pouvoir aussi mutualiser les méthodes, puisque même si les domaines techniques sont différents, les sujets et les connaissances sont différentes, la méthode et les modalités de réalisation d'un diagnostic peuvent avoir un tronc commun. Et l'idée, c'était effectivement de mutualiser et d'assurer aussi un niveau de compétence pour tous les domaines et pas seulement pour les domaines amiante et DPE. Donc voilà, remonter tous les domaines sur le même niveau de compétence, voilà, c'est ce qui permet et facilite justement la mise en place du contrôle sur ouvrage. Très bien. Est-il possible d'anticiper pour faire un contrôle sur ouvrage global sur tous les thèmes en même temps? Oui, dès qu'on aura la possibilité de proposer la prestation, vous pourrez le faire. À ce jour, au moment où on se parle, non, il n'est pas possible de mettre en place un contrôle sur ouvrage global. D'accord. Il y aura des notions de planning qui seront envisagées pour faciliter la réalisation d'un CSO. Tout à fait. Après, c'est vrai que la complexité va être effectivement de pouvoir planifier ces contrôles sur ouvrage globaux, puisqu'on a bien conscience que votre activité n'est pas forcément prévu des semaines à l'avance, ça peut être d'un jour sur l'autre ou deux jours avant. Donc il va falloir qu'on imagine un dispositif assez souple et flexible pour vous permettre effectivement de les programmer, de les réaliser et que tout se passe bien et dans les délais. Alors, nous avons un participant qui reprend la question qui vous avait été posée sur les dates et quelles dates prendre. Et ce monsieur précise, pour reprendre la question de monsieur Dufaux, pour lancer un CSOG, on prend l'échéance la plus proche parmi tous les thèmes. Ah, dans le cadre du CSO global. Ouais. Oui, tout à fait. C'est l'échéance la plus proche qui effectivement va être l'échéance retenue. Voilà. Je comprends mieux la question. Voilà. Je pense que entre spécialistes, les choses ont été comprises. Pour une recertification en début d'année prochaine, janvier 2020, l'examen se fera sans QCM et pour une durée de, alors combien d'années, je suppose? Alors, pour l'instant, et ça reste encore à préciser, on est dans la situation B transitoire que j'ai présentée tout à l'heure, où effectivement, il serait a priori possible, à l'échéance des 5 ans après le 1er janvier 2020, de passer sur le cycle de 7 ans en renouvellement, c'est-à-dire sans effectivement l'examen théorique et avec une surveillance en moins la première année.
Donc là, on attend effectivement d'avoir ces validations, mais a priori, c'est comme ça que ça se passerait. Et pour ceux qui feraient le contrôle sur ouvrage global, ils bénéficieraient de 2 années supplémentaires. Très bien. J'achève avec les questions, mais on va rester 2 minutes en ligne, il peut y en avoir d'autres. On va laisser l'opportunité à tout le monde de les poser. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Chevrel et Monsieur Fayet, pour ces 2 interventions complémentaires qui, j'espère, ont rempli tous les objectifs que l'UNGE s'était donné. Je vais vous proposer dans quelques minutes, juste le temps de vous laisser la possibilité de reposer certaines questions, un sondage que l'on a l'habitude de proposer et qui peut aussi rendre service à l'UNGE pour recueillir vos impressions sur l'utilité de la webconférence, éventuellement des thèmes de formation auxquels vous auriez besoin, dont vous auriez besoin, et puis tous les éléments de contact. Je vous rappelle que la session a été enregistrée, donc si vous nous avez quitté en cours de route ou si vous n'avez pas eu le temps de la suivre, vous allez pouvoir retrouver à la fois la vidéo et les PowerPoint qui ont été présentés aujourd'hui et qui vous seront très prochainement envoyés. Je crois que c'est déjà fait même. Et puis, je voulais juste vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'autres questions qui arrivent, mais c'est pas le cas. Messieurs, vous n'avez pas de mots de conclusion. Je voulais juste rajouter, sur... Je vois qu'il y a une question qui est arrivée en plus. Allez-y. Là, le giron de mon collègue, juste de vous inviter à ne pas hésiter à revenir vers ICERT sur la question là, de la prorogation de 200 de vos éventuels... de votre certificat, parce que selon effectivement les situations, ça peut être plus ou moins avantageux de réaliser cette prorogation ou alors de repartir sur un renouvellement classique de 5 ans. Donc, c'était juste un conseil que je voulais vous donner et me concernant sur les sujets formation, une partie d'entre vous sont au courant de ces possibilités-là, mais le redire à ce que de par la force là du réseau, vous avez ces possibilités de nous demander s'il y a des besoins qui sont exprimés par un certain nombre d'entre vous, de nous solliciter pour réaliser des formations, peu importe la thématique, mais de manière à ce qu'elles soient privatisées, à ce qu'elles vous soient dédiées et qu'on puisse aller les dispenser, soit en vous mettant à disposition de locaux, soit en allant chez certains d'entre vous si ça peut vous être plus pratique. C'était juste un rappel que je voulais vous apporter. C'est toujours utile, on fait nous aussi cela sur nos webconférences, on est toujours très preneurs des besoins de formation qui, dans une collectivité donnée, puisque nous on est vraiment sur des collectivités, vont concerner les mêmes on trouve les mêmes problèmes ailleurs, donc autant mutualiser tout cela. On a aussi un bel outil, mais c'est vrai que c'est très important de recueillir ces besoins. Donc j'ai une question qui est arrivée en cours de route. Pour des certifications qui se terminent en octobre 2022, quand doit-on faire la demande ? Alors, la demande de renouvellement, je suppose. Je suppose. Précisez, monsieur. Bien écoutez, j'aurais tendance à dire dans les 6-9 mois avant l'échéance, le temps de mettre en place effectivement vos formations obligatoires et de réaliser ou non votre contrôle sur ouvrage global, ça dépendra des cas. En tout cas, pendant cette période transitoire, c'est toujours l'arrêté, les anciens arrêtés qui court. Donc cette période transitoire va être un peu longue puisque visiblement les 2 dispositifs vont pouvoir cohabiter pendant 3, 4, 5 ans. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre au moins 9 mois de délai avant votre échéance pour vraiment sécuriser la réalisation de tous les prérequis nécessaires au renouvellement de votre certification. Précision à cela, et Nicolas complétera sûrement. À aujourd'hui du moins, sachez que vous avez la possibilité d'anticiper vos examens de recertification de 6 mois et sans que vous ne perdiez ces 6 mois de temps sur la nouvelle échéance qui sera posée au renouvellement de votre certificat. Donc si vous avez plusieurs thèmes sur une période restreinte, n'hésitez pas justement à anticiper ces différentes sessions de recertification et de la même manière à ce que vous avez cette possibilité pour les thèmes où les formations sont obligatoires de les anticiper de 18 mois aussi. Donc voilà, plus vous anticipez et plus vous serez tranquille derrière dans la réalisation là, de ces obligations. Je vous laisse voir les 2 questions qui sont arrivées qui concernent la même chose. Donc
Combien de temps en amont doit-on lancer le CSOG? Et Monsieur Dufaux complète, le but étant de le faire durer 7 ans pour aller jusqu'en 2024. Donc c'est bien effectivement, donc par rapport à l'échéance de 2022, c'était de réaliser le contrôle sur ouvrage global pendant la durée des 5 ans, donc avant octobre 2022, pour avoir 2 années supplémentaires d'échéance, et donc de pousser la certification existante jusqu'en 2024. Okay. Une petite minute avant de conclure, puisque finalement les questions arrivent, elles étaient nombreuses. En tous les cas, merci à tous les participants pour pour toutes ces questions et pour votre participation aujourd'hui. Je vous propose, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le sondage de fin que j'ai bien ouvert. Donc voilà, vous pouvez y répondre. Ça nous permet, nous, d'avoir une visibilité sur vos impressions. Et puis, évidemment, si vous êtes aussi plusieurs derrière votre écran, souvent vous regroupez pour voir la formation. C'est bien de nous indiquer qui était derrière l'écran. Comme ça, on peut, je ne sais pas si l'UNGE envoie des attestations de formation ou autre, mais ça peut leur être très utile pour savoir qui exactement était concerné. Il me reste à vous remercier une dernière fois pour votre présence ici, pour cette formation. Je remercie encore les participants. On a tenu un peu plus d'1 heure. Tout le monde va retourner à ses activités diverses et variées. N'hésitez pas à nous contacter vraiment en direct sur vos cas particuliers pour qu'on puisse vraiment les traiter. C'est ça. C'est vrai que ce format-là ne permet pas de traiter des cas particuliers. Il ne faut pas hésiter à revenir après vers les intervenants pour qu'il puisse y avoir des réponses un peu plus personnalisées. Puis je serais ravie de retrouver les adhérents de l'UNGE pour un prochain e-learning. Je crois qu'il y en a un qui sera prévu en septembre ou octobre en tous les cas. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Merci.